Donc, bonjour à tous. Il est 17h à Yaoundé. Nous allons commencer notre traditionnelle rencontre du samedi soir. Comme vous le savez déjà, chaque 2 samedis, nous organisons soit un salon audio dans notre chaîne Telegram, soit un webinaire par appel Zoom. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alain Michel et Alain Michel Chomnoué et Iselin Febi, qui sont des spécialistes tous les deux dans leur domaine respectif et qui vont nous apporter leur expérience par rapport à ce qui leur a permis d'avancer en étant dans le thème de comment se faire recruter un poste inédit. Il faut rappeler que le thème de comment se faire recruter un poste inédit, il veut simplement dire comment est-ce qu'on peut, en étant dans une position ou dans un rôle particulier dans une entreprise, vouloir prétendre accéder à un autre rôle qui est beaucoup plus grand, qui a priori peut être inaccessible. Et on a aujourd'hui 2 invités qui ont fait ce saut, soit un saut dans le même domaine, soit un saut dans un autre domaine complètement différent de ceux dans lesquels ils naviguaient avant. Et c'est cette expérience-là que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que Iselin, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter, Iselin? Je crois que son micro est bloqué. OK. Oui, je disais, visiblement, quand je me dis, je n'arrive plus à unmute. Ouais. OK. Donc, tout d'abord, bon après-midi à tous. Donc, je suis Iselin Febi, actuellement en poste à la Standard Chartered Bank en tant qu'analyste de crédit. Et j'ai une formation d'ingénieur de conception du génie informatique. Donc, je suis Camerounais de nationalité et actuellement basé en Côte d'Ivoire. Merci, Iselin. Donc, si je comprends bien, tu es cadre de banque, tu es dans quelle spécialité à peu près, sans bien sûr avoir à nous dire exactement ce que tu fais. Mais concrètement, tu fais quoi dans le cadre de ton travail? Je suis un analyste de crédit. Ça veut dire que concrètement, je m'occupe lorsqu'un client a besoin d'une facilité pour son business, je m'occupe d'analyser tous les risques qui sont afférents afin de faire un dossier qui va servir à la banque d'évaluer si oui ou non elle doit octroyer ses prêts. Donc, la fonction d'analyste de crédit inclut l'analyse de plusieurs aspects sur un client, notamment l'analyse de son business model, l'analyse de sa situation financière, l'analyse de l'impact environnemental et social de l'entreprise, l'analyse de la structure même et de l'organisation de l'entreprise, l'analyse du management de l'entreprise. Il y a plusieurs aspects comme ça que je suis en charge d'analyser et de noter afin de faire une recommandation qui sera revue par un comité de crédit pour que la banque puisse faire la décision la mieux éclairée possible. Super. Alain Michel, merci beaucoup, Iselin. Alain Michel, est-ce que tu peux nous dire concrètement qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Bonjour à tous. Je suis Alain Michel Chomnangemni, ingénieur informatique, actuellement en poste en tant que consultant logiciel chez Interpol à Singapour. Mon parcours en tant qu'ingénieur logiciel a commencé avec l'obtention de mon diplôme d'ingénieur de conception à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Après quoi, j'ai travaillé dans des entreprises au Cameroun, comme Polytech Valor et puis Sopra. Et après, j'ai travaillé chez Crossover en ligne
Donc, avec des collègues et des clients répartis dans le monde pendant près de 4 ans avant de rejoindre Interpol. Donc, là, je suis à ma 10e année dans le développement des logiciels. Et est-ce que tu peux nous dire succinctement ce que tu fais au quotidien à Interpol? Parce que pour la plupart d'entre nous, à Interpol, le contact ou la connaissance qu'on en a, ça vient principalement des films d'action. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu travailles avec des espions? Est-ce que ce genre de choses? Donc, ouais, on travaille avec des espions. Quand on parle d'espions ici, on parle du renseignement. Oui. Donc, un peu plus précisément, le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un logiciel que les Cyber Security Officers, donc les officiers de police internationaux chargés de surveiller les crimes liés à la cybersécurité. Donc, on travaille sur un logiciel pour aider ces officiels à analyser les données que les différents pays membres de l'organisation saisissent des organisations criminelles. Et donc, cela implique une interaction quotidienne avec les experts du métier, qui sont les officiers, pour qui nous développons notre logiciel. Donc, il s'agit de faire en fait, on travaille en mode itératif. Ça veut dire que chaque jour, on leur présente ce que nous avons fait la veille. On essaye de récolter leur feedback et de planifier notre journée sur la base justement de leur feedback. Et voilà, après, on peut exécuter, c'est-à-dire développer de nouvelles fonctionnalités ou alors faire des brainstorming pour s'améliorer. Pour s'améliorer, pour prendre des décisions techniques, Okay. Quand il faut faire des changements dans notre architecture ou dans notre infrastructure du renseignement non, pas de renseignement, notre infrastructure de développement et de déploiement continu. Okay. D'intégration et de déploiement continu. Okay. Ouais. Donc, après, il faut aussi interagir avec d'autres équipes qui sont spécialisées dans l'infrastructure, dans les bases de données, dans la sécurité. Et voilà. OK. Isela, j'aimerais te demander, aujourd'hui, dans le monde de la banque, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le domaine de la banque? Qu'est-ce qui fait ton grand kiff? Ce qui me plaît le plus dans le domaine bancaire, c'est la diversité. Cette opportunité-là qu'on a de travailler sur des clients dans des secteurs divers et variés. Et c'est aussi ce qui me plaît vraiment particulièrement dans mon rôle, c'est aussi cette capacité-là à devoir vraiment comprendre quel est le mindset, l'état d'esprit euh, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise lorsqu'ils conduisent leur entreprise. Donc, être en contact au quotidien avec des entreprises de secteurs divers, euh, des managers différents qui, par ricochet, vous permettent un peu d'apprendre sur les différentes mentalités, les différentes approches
les différentes idées, les différentes structures qu'on peut mettre en place dans le monde pour mettre sur pied une affaire. C'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse le plus en avant. Et je pense que le domaine bancaire, c'est l'un des rares domaines où on peut vraiment avoir cette facilité à côtoyer comme ça un bon nombre de secteurs quasiment au quotidien. OK. Finalement, si on comprend bien, il y a une grande cohérence entre, tu vas nous parler de ton parcours. Quelle est la formation que tu as eue? Bon, j'ai une formation d'informaticien, OK. donc d'ingénieur informatique, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc, c'est une formation d'informaticien. Et dans mon parcours, j'ai travaillé en tant qu'informaticien à peu près un peu moins de 2 ans. Et après, j'ai pu migrer dans le monde de la banque. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 9 ans que je suis dans le domaine bancaire, où j'ai d'abord commencé comme chef de projet, gestionnaire de projet. Et j'ai viré ensuite au cœur du métier en devenant peu à peu analyse de crédit, en commençant d'abord au service entreprise et en étant maintenant analyse de crédit, qui me permet vraiment d'être au cœur même de la banque et qui est l'objectif que j'avais au départ. Et comment s'est fait cette migration? Parce que quand on regarde, tu as été un informaticien pur, je peux utiliser ce genre de terme, pendant 2 ans, puis tu es devenu un vrai banquier pendant 9 ans. Comment s'est opérée cette mutation? Qu'est-ce qui t'a motivé déjà? Parce que je suppose que si tu as fait des études en informatique, peut-être quelque part tu voulais faire de l'informatique sur le marché de l'emploi. Pourquoi est-ce que tu es devenu banquier ou agent bancaire? Oui, tout à fait. Je voulais faire de l'informatique. Moi, je suis un passionné de l'informatique. Je le suis toujours, d'ailleurs. Donc, je suis un très grand passionné d'informatique. Et je dois dire que ma rencontre avec le secteur bancaire se fait un peu de manière fortuite. Donc, j'ai toujours eu un attrait pour le secteur financier, plus fasciné par ce qui se passe dans les bourses, bourse de New York, Dow Jones, Wall Street. J'ai toujours été un peu fasciné par ce qui se passe dans ces places financières, mais en aucun moment je n'avais considéré que la banque est un acteur majeur dans cette bourse, parce que ça a toujours l'air de plateforme où il n'y a que des traders qui passent le temps à vendre, acheter, ce qui est un peu légèrement différent de ce que fait la banque. Donc, moi, dans mon cas, ce qui a été le déclic pour aller dans le secteur bancaire et qui a été une transition quasi parfaite, c'est mon rôle de chef de projet, qui était un rôle où j'avais cette casquette toujours d'informaticien et où je travaillais dans une banque en tant qu'informaticien à ce moment-là à la BICEC, à Douala, où en tant qu'informaticien, j'avais pour rôle de, comment je vais dire, le terme français comme ça, où j'avais pour rôle de rédiger, voilà, j'avais pour rôle de rédiger les besoins des métiers. Ça veut dire un métier a un besoin, ils ont un problème, par exemple, et ils ont besoin que sur le plan informatique, ce problème soit résolu. Mais la BICEC a un prestataire informatique où il n'y a que des informaticiens purs, et ils ont des métiers qui n'ont pas des notions d'informatique et qui peuvent juste poser le problème de manière concrète en termes techniques bancaires. Donc, le rôle du chef de projet, lorsqu'on nous a recruté, c'était vraiment de pouvoir un peu faire cette interface, d'écouter le besoin métier et de pouvoir retranscrire ça dans un langage qui serait compréhensible et qui serait logique d'un point de vue informatique. Donc, c'est ce travail qu'on faisait. Et c'est lors de ce travail, à mon contact avec les équipes métiers, que ça m'a beaucoup intéressé d'en savoir un peu, de travailler un peu plus au cœur de la banque. Et je dois dire que, pour la petite anecdote,
ce qui m'avait vraiment fait vouloir vraiment m'intéresser au fonctionnement, vraiment le cœur du fonctionnement, à l'analyse des crédits, aux facilités qu'on donne aux clients. C'était le fait de voir certains clients, il y a des entreprises dont le compte n'a jamais d'argent. Ça veut dire des entreprises qui n'ont jamais un solde positif. Ils n'ont jamais d'argent, mais c'est des entreprises qui continuent de tourner, à qui la banque continue de donner l'argent et qui prospèrent. Et ça m'avait vraiment intrigué de savoir comment c'est possible. Parce que lorsqu'on est dans le milieu bancaire, on a toujours l'impression que les seules facilités, c'est le crédit normal. Je veux de l'argent, la banque donne de l'argent, vous remboursez. Or, il y a tellement de facilités plus structurées qui parfois n'impliquent même pas de l'argent direct, qui parfois impliquent juste le fait que cette entreprise a des clients, a des commandes, et la banque ne fait que financer ces commandes. La banque ne prend pas vraiment un risque démesuré par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est le fait de côtoyer un peu cette diversité qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a intéressé à savoir quelles sont toutes les options possibles pour se faire financer. Parce que à terme, je pense que comme beaucoup, à terme, on va se retrouver chef d'entreprise ou parfois même propriétaire de nos propres entreprises. Ça m'a vraiment intéressé de savoir quels sont ces moyens de financement qui ne semblent pas forcément très connus, mais qui sont en place et qui fonctionnent pour des entreprises qui semblent juste de par leur compte en difficulté, mais qui, de par leur fonctionnement et leur longévité, n'ont pas de difficulté du tout. Donc, c'est ça qui m'a permis de m'intéresser un peu plus à la filière bancaire. Je pense que tu es suivi. Alexis, tu as coupé ton micro, donc on ne t'entend pas. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, tu as un début de réponse à tes questions. Ou Oui, tu as... oui. Bon, j'ai déjà beaucoup de réponses. OK. Alain Michel, je vais revenir vers toi. Tu as été développeur à Sopra. Tu as été développeur, puis tu allais être développeur à Crossover. C'est une entreprise américaine privée qui emploie beaucoup de personnes. Et puis, tu es quitté de développeur à architecte. Comment est-ce que, dans une boîte aussi pointue, aussi exigeante, comment s'est fait cette mutation? Qu'est-ce qui t'a fait croire à un moment donné que c'était à la portée de tes ambitions de faire ce saut-là? Déjà, on se dit que ce que quelqu'un d'autre fait, toi aussi tu peux le faire. Si tu te donnes les moyens, si tu te donnes le temps d'apprendre, si tu te donnes le temps de travailler pour y arriver. Donc, en principe, personne ne devrait être limité dans ses ambitions. Du moment où il y a quelqu'un qui fait un travail, en général, on est tous dotés de l'intelligence nécessaire pour pouvoir l'apprendre et le faire nous-mêmes. Donc, la question ici, c'est est-ce que tu veux faire ce travail-là? Est-ce que ce poste précis t'intéresse? Tu vois, par exemple, chez Sopra, mon manager direct, c'est-à-dire mon N+1, son poste ne m'intéressait pas. Donc, je ne pouvais pas, tu ne pouvais pas me trouver en train de travailler ou alors en train de faire quoi que ce soit pour essayer d'atteindre cette position-là parce que ce qu'il fait ne me passionne pas. Par contre, chez Crossover, je suis, en tant que développeur, je suis très vite intéressé
par ce que font les architectes et les chief architectes. Leur travail me passionne. Puisque je travaillais avec ces gens-là au quotidien, je les côtoyais, j'étais impressionné par ce qu'ils faisaient, par leur prouesse technique. Donc, je me suis très vite fixé comme objectif de devenir software architecte, moi aussi. Et vu que je travaillais quotidiennement avec eux, c'est devenu très vite. Je veux dire, c'était facile d'apprendre de ce qu'ils font. C'était facile d'apprendre de nos interactions, d'apprendre au fil des jours avec les projets qu'on a développés ensemble, avec les retours qu'ils m'ont fait sur mon travail. Et une chose intéressante qu'on avait chez Crossover, c'est que nous aussi, en tant que développeurs, on avait on pouvait évaluer le travail des architectes. Donc, ça m'a donné, comment dirais-je, ça m'a permis d'être à un moment suffisamment confiant quant à ma capacité à occuper moi-même le poste d'architecte, parce qu'à un moment donné, mon travail ne s'arrêtait plus à celui de développeur. Je pouvais déjà sur certains projets assumer le rôle d'architecte. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient juste une promotion officielle, mais dans les faits, j'étais déjà architecte. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, tu es sur mute une fois de plus. Alexis, on ne t'entend pas. Alexis? Alexis, un souci? Laetitia, est-ce que tu peux réactiver le micro d'Alexis, s'il te plaît? OK. Je pense que j'ai maintenant récupéré les accès animateurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, toutes mes excuses. C'est un peu bizarre. Donc, la question que je voulais poser, c'est, tu as eu des N+1 qui t'ont inspiré à faire à adopter une position. C'était très intéressant. Mais qu'est-ce qui t'a donné
qu'est-ce qui t'a permis d'identifier les ressources qu'il fallait ajouter pour devenir comme eux? Parce que je suppose que les voir au quotidien faire un certain nombre de choses, c'est bien. Mais après, comment est-ce que tu savais ce qu'il fallait faire pour combler le gap? Quelle est l'approche que tu as utilisée? Alors, déjà, sur, sur la base du travail quotidien, de nos échanges chaque jour, je pouvais déjà identifier quelles sont les compétences qu'ils ont et que moi, je n'ai pas encore. Qu'est-ce qui me manque comme connaissances pour pouvoir faire leur travail. Ça, c'est une chose. Ensuite, je n'hésitais pas à poser des questions. Okay. Ouais, je n'hésitais pas à poser des questions genre, qu'est-ce que tu penses qu'il me faut pour être architecte? Ça, c'est des questions que je posais directement à mes collègues. Et donc, ça aussi, ça me permettait d'identifier les choses que j'avais à apprendre. Et après, il y a la recherche en dehors de ce qui se fait en entreprise. Donc, une des techniques, par exemple, c'est de parcourir les offres d'emploi pour les software architectes et voilà, regarder la description du poste, voir les compétences requises et donc, en fonction de cela, tu peux identifier quelles sont celles que tu n'as pas encore et planifier, n'est-ce pas, des formations pour rattraper le gap. Super. Je vais un peu revenir à Iselin. J'ai besoin de savoir, tu as eu un excellent parcours d'informaticien, tu es arrivé dans un projet, tu t'es rendu compte que tu pouvais être l'interface entre plusieurs personnes. Mais après, il y avait quand même, il fallait pouvoir endosser ce rôle-là. Que tu t'es rendu compte que les connaissances que tu avais déjà acquises dans ton cursus d'ingénieur informaticien, est-ce qu'elles étaient suffisantes pour adopter ce nouveau rôle? Ou alors est-ce qu'il t'a fallu repartir à l'abordage et te remettre à apprendre des choses? Oui, je pense que l'ambition de ce nouveau rôle m'a permis de me rendre compte que, de par ma formation, je n'avais pas les compétences requises pour avoir ce nouveau rôle. Donc, il a fallu rapidement me mettre dans le bain et il a fallu surtout que je puisse trouver qu'est-ce qu'il me faut apprendre pour pouvoir être compétent dans ce rôle. Et je pense que la difficulté pour quelqu'un comme moi qui a complètement changé de branche, c'est que de prime abord, c'est assez complexe de se dire, lorsque je quitte d'une branche à une autre carrément, il y a tellement de choses à apprendre qu'à la limite, tu as juste l'impression qu'il te faut aller recommencer, je ne sais pas, une licence en banque finance ou bien parce que tout ce que tu vois qu'il te faut apprendre, c'est beaucoup d'éléments. Donc, je pense que c'est à ce moment qu'il y a aussi un peu de chance, si je puis dire, dans cette aspect. Parce que quand moi j'étais dans le processus de déterminer quelle est la meilleure stratégie pour moi afin de pouvoir me renforcer pour ces rôles, c'est là où j'ai eu l'opportunité de la Standard Chartered Bank, qui était vraiment l'opportunité parfaite pour quelqu'un avec mon profil. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé et ce que je peux aussi recommander lorsqu'on veut changer de profil, c'est qu'il faut déjà parler avec les gens. Donc, au sein de la banque, avec ceux un peu de ma génération, on avait déjà échangé, bon, voilà un peu ce que je vais faire. Et c'est des gens qui ont des profils variés et ceux aussi qui te conseillent par rapport à ce que tu fais, qui essaient de te donner des conseils. Donc, il y avait plus ou moins certaines personnes qui savaient déjà que j'ai un peu cette ambition de vouloir quitter, la BICEC, de vouloir aller là où je vais un peu être dans un rôle un peu plus central.
ou alors même si je suis à la BICEC, de rester à l'affût de toute opportunité dans ce sens. Donc, pendant que j'étais dans ce processus, c'est l'une des personnes avec qui j'ai causé qui vient et qui me fait part de l'offre de la Standard Chartered Bank. Il me dit juste, bon, voilà l'offre de la Standard Chartered Bank. On était même plusieurs, vu qu'on cause en groupe. Je dis, bon, la Standard Chartered Bank a une offre, une sorte d'offre pour jeunes professionnels. Allez-y voir et on ne sait jamais. Quand je me rends sur l'offre, c'est une offre en fait où le programme est vraiment basé sur les qualités intrinsèques. Ça veut dire qu'ils ont besoin de personnes qui vont placer, mais le programme inclut déjà une partie formation. Donc, au moment où on va vous tester, on va vous évaluer, on ne va pas vous évaluer sur votre connaissance de la banque ou de la finance, on va plus vous évaluer sur vos compétences intrinsèques. Et c'est là où aussi, je peux dire que l'école a aidé parce que l'évaluation sur les compétences intrinsèques, ça veut dire dès que vous allez, c'est des tests psychotechniques, des tests de raisonnement numérique, des tests de raisonnement verbaux. Et à ce moment, euh, c'est là où parfois il y a des pièces de puzzle qui se mettent en place parce que lorsque je me retrouve dans ce programme, ce n'est pas la première fois que je fais un programme similaire. Parce qu'auparavant, j'avais déjà fait un programme, j'avais déjà fait un processus similaire pour la Guinness. Je n'avais pas été retenu au final. Et pendant que j'étais, justement, c'était un processus aussi pour entrer dans un département finance. Voilà, donc c'était un processus similaire que j'avais fait pour la Guinée. La Guinée, ce n'était pas une banque, mais comme je n'avais pas vraiment d'option, je ne pouvais pas, après 5 années d'études, aller encore recommencer la banque et la finance. Je me suis dit, bon, si j'ai dans un département de finance dans une entreprise, ça peut me permettre quand même d'avoir un certain côté, et puis c'est plus facile de compléter avec des certificats ou autres. Donc, c'est dans cette optique que j'avais déjà postulé un programme similaire pour la Guinness, où j'ai pu arriver à la fin et où je n'avais pas été retenu. Okay. Et lors de ce programme, ils m'avaient fait un feedback de mes faiblesses et de mes lacunes. Ils ont remarqué au cours du programme et sur lesquels j'ai pu travailler. Et c'est donc ça qui me permet, lorsque je fais, quand je poursuis maintenant la Standard, d'être mieux préparé, d'être mieux armé, pour savoir exactement comment je dois l'aborder afin de maximiser mes chances. Et voilà, chemin faisant, c'est comme ça que je fais le processus et que je suis retenu. Et effectivement, dans ce programme, j'ai pu avoir des formations diverses et variées qui m'ont vraiment donné un ensemble tout l'ensemble des compétences nécessaires. Et c'est lorsque je fais ce programme que je me rends compte qu'en fait, au départ même, j'avais un peu une confusion entre vraiment l'aspect banque et l'aspect finance. Parce que c'est souvent deux aspects qui se mélangent, l'aspect banque et l'aspect finance. Et lorsque vous faites un programme qui est vraiment déjà designé pour votre besoin, vous vous rendez compte qu'en fait, vous auriez pu aller refaire des programmes et vous auriez perdu votre temps. Parce que quand je vois la façon dont ils ont designé ce programme, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'avais comme plan, j'allais peut-être le faire, mais je n'allais pas arriver à l'objectif parce que j'étais un peu à l'ouest. Okay. Et c'est justement parce que j'étais dans une banque où il n'y avait pas de personnes avec un mindset similaire pour vraiment me guider dans la bonne direction. C'est pour ça que je dis, pendant ce processus, j'ai quand même eu ce petit coup de destin qui m'a permis de me retrouver un peu au bon endroit, au bon moment et de pouvoir finalement profiter de la formation adéquate qui, jusqu'aujourd'hui, a permis de m'aider à m'affirmer dans cet espace. Donc, c'est tout ça. Et voilà. Si je comprends bien, je retiens plusieurs choses de ce que Alain Michel et toi avez dit. La première, c'est que vous ne vous êtes jamais caché. Vous ne vous êtes jamais caché par rapport à ce que vous voulez devenir dans votre environnement professionnel. Et la deuxième, qui peut être une coïncidence, c'est que finalement, vous avez pu progresser dans des environnements où on parle anglais. Je suppose que tous les deux, vous êtes pas dans le quotidien au travail. Je pense pareil à la Standard, qui est une banque britannique. Et pareil à l'événement Interpol qui a une composante internationale et donc anglophone très poussée. Est-ce que c'est le cas?
Ouais. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Mm. Moi, pour ma part, de mon ressenti aujourd'hui, je pense que ce genre de progression est plus facile dans les milieux anglo-saxons parce qu'il y a là-bas une culture vraiment axée compétence. La culture n'est pas axée un peu sur la diplômie, entre guillemets. La culture est vraiment axée sur la compétence et les anglo-saxons ont cette faculté à aller droit à l'essentiel. Ils ont cette faculté à aller droit à l'essentiel. Et c'est pour ça que lorsque vous côtoyez cet environnement, vous comprenez pourquoi lorsqu'ils font le BPC, on ne compose pas tout. Le BPC, vous choisissez en avance les sujets sur lesquels vous allez composer. C'est un peu comme ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que dans un environnement anglo-saxon, pour devenir expert comptable, dans un système anglo-saxon, normalement, si vous vous concentrez bien, 2-3 ans, vous pouvez le faire. Alors que dans le système francophone, il vous faut environ 10 ans pour devenir expert comptable. Parce que justement, dans le système francophone, il y a cette envie de toujours vous donner toute une Point de vue panoplie global. d'outils. Voilà, toute une panoplie d'outils. Alors que généralement, quand vous êtes dans un processus où vous voulez changer de carrière, vous n'êtes plus à ce stade où vous voulez toute la panoplie. Vous voulez déjà ce qui peut vous permettre rapidement d'être opérationnel. Et puis, en fonction de ce qui va arriver, vous avez déjà la capacité, en tant que quelqu'un qui a déjà fait des études à un certain niveau, de pouvoir vous adapter, de pouvoir compléter votre formation. Je pense que c'est ça qui permet au système anglo-saxon de favoriser ce genre de progression. OK. Et Alain Michel, par rapport à cette progression que tu as eue au sein de crossover, parce que c'est à crossover qu'il y a la bascule, c'est pour ça qu'on parle plus de crossover. Est-ce qu'il y a eu des outils spécifiques? Est-ce que tu peux nous parler de... OK, tu as identifié ce qu'il fallait faire, tu as posé les questions. Maintenant, d'un point de vue pratique, comment est-ce que tu as procédé? Comment est-ce que tu as fait pour devenir un architecte au plan? Est-ce que tu as fait des cours? Est-ce que tu as pris des certifications? Est-ce que tu t'es fait aider au quotidien par quelqu'un? Est-ce que tu as été mentoré? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? alors, c'est un peu de tout ça. Mais ça a plus été la lecture, en fait. Quand j'y repense, ça a plus été la lecture parce que je me documentais beaucoup depuis mes débuts en tant que développeur, bien entendu. Dès que j'ai été passionné par le développement des logiciels, j'ai commencé à me documenter énormément, à lire beaucoup de livres, que ce soit les livres concernant le développement lui-même, par exemple, comment développer en Java, les livres concernant l'architecture des logiciels, les livres concernant la sécurité des logiciels. Ça m'a poussé aussi à faire des certifications, comme les certifications Java, bien entendu, certifications comme CIH, pour pouvoir aussi penser comme un hacker, parce que la sécurité, c'est un aspect très important quand on parle des développements logiciels. Donc, il y a eu cet apprentissage-là par la lecture, par les cours en ligne. Mais c'est vrai que les cours en ligne, je les ai plus suivis à un moment où je voulais faire un changement de branche, c'est-à-dire passer à commencer une carrière de data scientist. Mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc, j'ai dû, à un moment donné, me reconcentrer sur ma carrière de développeur. Okay. Donc, oui, Ça nous donc dit la c'est ça. différence entre les deux, la différence fondamentale entre un data scientist et un software développeur ou software architecte. La différence fondamentale, c'est que le data scientist
en plus de ses compétences de codeur, est aussi un très bon statisticien. OK. Oui, en général, c'est ça. Mais le défi, quand on essaie de changer de carrière, c'est d'avoir le premier job de data scientist. Et donc, pour avoir ce premier job-là, il faut que quelqu'un te fasse confiance. Et pour ça, il va te demander de l'expérience. Sortir donc, de boucles de ces voilà. Très bien. Donc, je n'ai pas su, ou alors je n'ai pas eu la chance que quelqu'un m'accorde cette confiance-là. Donc, après, avec le temps, je me suis dit, mais attends, les gars, ils passent le temps à me proposer des jobs dans le développement de logiciels. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas continuer à m'améliorer plutôt dans ce couloir-là? Voilà, dans ce couloir. Donc, ça m'a amené à revenir, à me concentrer dans le développement des logiciels, mais aussi, à un moment donné, pour passer à l'étape suivante, j'ai cessé d'être juste un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui lit les livres et qui lit les articles, mais j'ai commencé à produire également, à produire, à partager sur ce que je fais. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, un challenge intéressant qu'on a pu résoudre dans un de nos projets, je n'hésite pas à le partager si bien entendu l'entreprise. Oui, si j'ai l'autorisation de l'entreprise, je n'hésite pas à le partager publiquement. Et également, si j'ai un projet open source qui m'intéresse, je n'hésite pas à essayer d'y apporter ma pierre, peut-être implémenter quelques fonctionnalités, à résoudre des bugs. Il m'est arrivé de travailler avec base de données, par exemple, Neo4j. Et voilà, pour la fonctionnalité dont j'avais besoin, ils avaient des limites. Ça ne fonctionnait pas correctement. Donc, tu as fait une amélioration et tu as voilà, j'ai proposé une amélioration et elle est acceptée. Donc, ça, c'est pour Neo4j. Après, j'ai proposé, par exemple, une librairie cliente en Python pour un projet d'une infrastructure cloud native qui utilise Kubernetes. Donc, c'est des contributions qui montrent à la communauté que tu peux faire des choses et qui attirent des potentiels recruteurs, des potentiels employeurs sur ton profil. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à grandir par la suite. C'est très intéressant et je tiens à préciser à la communauté que vous pourrez avoir accès aux liens des articles d'Alain Michel. Je crois que tu as des articles sur TopTal. Tu as des articles, je pense qu'on pourra publier aussi le lien vers ton GitHub. Donc, pour ceux qui veulent voir tes codes sources qui sont ouverts et qui veulent lire tes articles, on mettra le lien dans les commentaires de la vidéo. Mais ce que je retiens de particulier dans ce que tu dis, c'est que finalement, en donnant, tu reçois beaucoup plus. C'est que dans ton processus, tu ne te contentes pas de postuler ou de dire que tu veux. Tu essaies de mettre ta pierre à l'édifice. Et ça rejoint une formation ou un webinaire qu'on a eu, c'était un salon qu'on avait eu dans le cadre de notre communauté où on parlait de l'influence ou de l'apport des projets open source dans la carrière des développeurs. On expliquait que c'était souvent une formidable opportunité de se montrer, de montrer ses capacités et même de montrer, de combler le vide souvent qu'on a en termes d'expérience
quand on est à la recherche d'un excellent projet. Moi, étant contributeur à la Fondation Apache pour le projet OFBees, Ouais. Je sais à quel point ce genre de choses peut être valorisé. Et surtout, je sais à quel point quand tu as une fonctionnalité qui est acceptée, parce que quand les gars votent et qu'il faut accepter, je sais que souvent, avoir une fonctionnalité qui a été votée, les gars ont dit, OK, on va l'intégrer. Ça, c'est une sacrée ligne dans ton CV. J'en profite pour te féliciter pour ça. Et puis, je me demande, aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que tu penses que la formation que tu as eue au Cameroun t'a donné les bases suffisantes, ou alors est-ce que tu as dû faire une phase de post-formation beaucoup plus consistante, beaucoup plus développée que la phase parce que tu es quand même sorti ingénieur en 2011 et ça fait presque 10 ans que tu es sur le marché de l'emploi. Avec le recul, quelle est la part de la significativité de ta formation d'ingénieur au Cameroun? Alors, elle est pas non négligeable, je dirais même qu'elle est essentielle. La formation d'ingénieur, parce que elle t'apprend non seulement ton métier d'informaticien en général, mais elle t'ouvre aussi suffisamment l'esprit pour que tu puisses te frotter à d'autres métiers, comme Iselin en est un exemple. Lui, il est passé carrément à la banque, mais il te dira que sa formation a été essentielle dans son parcours. Donc, cela me permet aujourd'hui de pouvoir facilement comprendre les besoins des clients, peu importe leur domaine d'expertise. Donc, je peux apprendre leur métier, le comprendre et maintenant le transcrire en logiciel. Et aujourd'hui, par exemple, je peux faire une démo lors d'une réunion avec le client et le gars dit, voilà, ça c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Mais mes collègues vont dire, mais non, il n'a jamais dit ça. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas compris. Okay. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas compris. Donc, je pense que cette formation de base nous a donné cet esprit ouvert là, qui nous permet de nous attaquer facilement à tous les métiers et de ne pas être juste des geeks parce que tu ne peux pas être renfermé, te contenter d'apprendre l'informatique et faire quelque chose d'utile avec. Ça ne peut pas marcher. Bon, mais après, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a quand même un certain gap entre Que tu le monde apprends dans le académique canon et puis et ce qu'il faut pour... l'industrie. Ouais, et l'industrie sur le terrain. On a parfois l'impression de recommencer à apprendre. On a parfois l'impression que les professeurs nous ont menti. Mais en fait, c'est juste que les choses changent aussi rapidement. Donc, ce qu'on enseigne à l'école, quand tu arrives sur le terrain, les choses ont parfois très vite évolué et l'école ne s'est pas mise à jour entre-temps. Oui. Donc, ouais, il faut très vite rattraper ce gap-là. Mais je pense que la formation des ingénieurs gagnerait à beaucoup plus inclure ou alors à beaucoup plus collaborer avec les entreprises pour les mettre, professionnels sur le terrain, ceux qui sont dans les problématiques. voilà, pour mettre à jour les cursus.
et les concentrer sur ce qui compte le plus sur le terrain. C'est vrai que c'est une question qui a été soulevée plusieurs fois. Dans la pratique, c'est aussi une question qui est difficile à résoudre parce que le processus pour mettre à jour les curricula dans les écoles de formation, ce n'est pas un processus évident. Il faut arriver à redesigner les curricula, il faut arriver à repositionner les ressources qui sont à disposition. C'est-à-dire que si on décide par exemple d'intégrer l'intelligence artificielle dans un curriculum, il faut trouver des enseignants qui pourront enseigner l'intelligence artificielle avec les différentes stratégies et les différents paliers, parce que l'intelligence artificielle, c'est tout un écosystème. Et donc, cette flexibilité-là a donc des composantes en termes de bassin d'enseignants qui soient disponibles pour être agiles, en termes de compréhension du curriculum, c'est-à-dire que dire aux gens, intégrer l'intelligence artificielle, c'est trop vague. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ou s'arrêter? Qu'est-ce qu'on apprend à tel... Il y a une harmonisation qui parfois ne peut pas se faire en moins de 3, 4 ans, 5 ans, mais et on sait aujourd'hui en 5 ans, surtout dans le domaine de l'informatique, ce dont on parle le plus depuis, les variations sont souvent monstrueuses. Donc, des fois, le temps que vous vous arrimez sur un standard, vous vous synchronisez avec le monde du travail à un instant T, le temps que vous y arrivez, ça a déjà changé. C'est obsolète. Ce n'est pas évident de trouver comment y arriver. Peut-être que l'une des pistes serait de faire en sorte que on fasse moitié cursus sur les bases, l'autre cursus, on envoie les gars en entreprise se débrouiller, et après, il y a une sorte de post-cursus, après le retour d'expérience d'entreprise, maintenant affiné selon les orientations des gens. Ce sont des systèmes ouverts comme ça qui peuvent fonctionner. Mais ce que tu dis est important parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ont fini leurs études et j'en ai rencontré pas mal qui te disent de tous les outils que j'ai appris qui m'ont été utiles dans mon cursus, celui qui m'est le plus important aujourd'hui et dont j'étais le moins conscient avant, c'est par exemple un tableur comme Excel. C'est-à-dire que c'est l'outil que j'utilise le plus au final. J'ai appris à faire les dessins de la DAO, de la PAO, plein de choses. J'ai appris à analyser, à faire le calcul de structure. Vraiment des sciences, des sciences des matériaux, de la thermique. Mais à la fin, je fais 80% de mon temps à manipuler les fichiers Excel. Et pourtant, dans mon cursus, le fichier Excel, c'est l'une des rares choses que je ne touchais pas. Je n'avais même pas une application MS Office ou Google Sheet, quelque chose comme ça pour l'utiliser. Donc, il y a souvent ce décalage-là. C'est possible peut-être de trouver des solutions pour gérer ça. Mais l'une des questions que maintenant j'aimerais poser à Iselin et toi, je vais solliciter Iselin. L'une des questions que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que tout le monde peut aspirer à tous les postes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, Alexis, je peux décider de devenir, je ne sais pas, ébéniste ou, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que la mutation est vraiment possible dans toutes les directions et pourquoi est-ce que vous le pensez? Isolant peut-être pour commencer. Bon, est-ce que la mutation est possible dans tous les domaines? Bon, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même des domaines où ça restreint. Je pense que malgré tous mes efforts et toute ma bonne volonté, je ne pourrais pas peut-être, je ne sais pas, faire une carrière dans le football, devenir un grand judoka international. Ou être médecin. Mais je pense, bon, médecin, encore tu peux. Je pense que c'est encore intellectuel. Moi, je pense que tout ce qui a une forte compétence, une forte consonance cognitive, c'est possible. Parce qu'au final, il suffit juste, bon, entre guillemets, d'apprendre. Et je pense que c'est le temps d'apprentissage qui peut varier. Mais c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis que je veux devenir médecin, moi, je pense que je peux encore le faire.
parce que je peux encore me remettre en ce détail. Mais je pense que lorsque les domaines demandent des compétences qui sont diamétralement opposées, comme le fait de quitter peut-être d'une compétence cognitive à un domaine qui demande une dextérité de main ou bien une certaine agilité du corps que peut-être naturellement vous n'avez pas. Là, dans l'absolu, ce ne serait pas possible. Mais dans nos domaines qui sont le plus souvent basés sur l'école, sur l'apprentissage et sur le travail, sur la base des connaissances, je pense que c'est possible pour tout le monde d'aspirer à tout poste. Pour revenir à l'exemple du médecin, je peux rappeler peut-être à notre communauté que les astronautes, ceux qu'on appelle les astronautes, en fait, c'est un corps de métier des personnes qui vont dans l'espace. Mais c'est pas, être astronaute en soi n'est pas une filière. Être astronaute définit l'endroit ou l'environnement dans lequel on va exercer un métier. Donc, ceux qui vont dans l'espace, pour la plupart, ont déjà une spécialisation. Certains sont biologistes, d'autres sont électroniciens, certains sont médecins. Mais pour tous les astronautes, ils ont une obligation d'avoir une connaissance basique d'un interne en médecine. Ils doivent être capables de faire d'opérer, de réaliser des soins infirmiers, de faire des opérations de base, que ce soit des appendicites, ils doivent pouvoir faire ça. Ils doivent être capables d'avoir la formation de base d'un dentiste parce qu'ils doivent pouvoir arracher une dent, cautériser des plaies. Ils ont un niveau physique qui est exigé parce que dans l'espace, vous n'avez pas une capacité à entretenir votre tonus musculaire. Vous risquez la mort carrément. Vous risquez de perdre le temps de vos membres à l'arrivée sur Terre. Donc, c'est pour montrer que pour beaucoup de personnes, le challenge d'apprendre de nouvelles choses, d'embrasser de nouvelles filières, c'est quelque chose de concret. Et jusqu'à récemment, pour les astronautes aussi, il y avait l'obligation d'apprendre le russe parce que les Russes étaient ceux qui envoyaient principalement les gens. Donc, c'était avant, c'est pour faire une transition avant de poser la même question à Alain Michel sur la capacité des gens à aspirer à n'importe quel rôle. Donc, je pense que c'est... on peut vraiment aspirer à tout. On peut vraiment aspirer à tout, mais après, on est obligé de bien évaluer notre capacité à apprendre le nouveau métier. Donc, ça, c'est déjà, comme Iselin a dit, à passer la trentaine, tu ne peux pas rêver d'être footballeur professionnel. On sait que c'est presque impossible. Il faudrait être un cas vraiment exceptionnel pour y arriver. Mais si tu veux être... hein? Ça n'a pas beaucoup marché. Voilà, c'est-à-dire que même passer de football, de sportif, d'athlète de haut niveau à footballeur professionnel, ce n'est pas simple. Combien de fois passer d'ingénieur assis devant son ordinateur la plupart du temps à footballeur professionnel, ça c'est extrêmement compliqué. Par contre, si tu veux devenir médecin, il va falloir déjà que tu sois passionné par le métier de médecin. Il va falloir que tu prennes du temps pour l'apprendre. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux l'apprendre tous les soirs après ton boulot? Est-ce que tu peux faire des études de médecine en faisant ton boulot et puis le soir, tu te concentres sur la médecine? Ça, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu as les moyens d'arrêter ton boulot pour aller faire 7 années de médecine? Ça, c'est compliqué. Et si tu es marié avec des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a la passion, mais la passion elle-même ne saurait suffire. Il faut pouvoir évaluer ce qu'il faut. Il faut pouvoir évaluer le sacrifice à faire, évaluer ce que cela va te coûter en temps et financièrement pour pouvoir atteindre cet objectif. Okay. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et ce n'est pas toujours une évaluation facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, j'ai cru que ça aurait été facile pour moi.
de switcher vers une carrière de data scientist, je pouvais le faire. Si je m'y mettais peut-être plus, si j'y consacrais plus de temps, si je faisais peut-être, si je participais à des projets de volontariat, par exemple, où je ferais de l'analyse de données gratuitement, j'aurais pu finir par avoir une expérience qui justifierait que quelqu'un me donne un poste de data scientist dans une entreprise. Mais cela aurait... cela ne serait pas sans sacrifier beaucoup de temps, sans sacrifier de l'argent, parce que ça voudrait dire... Il y a un manque à gagner. Voilà. Ça voudrait dire peut-être que je délaisse un peu mon travail de développeur de chaque jour pour investir plus de temps dans cet autre projet-là que je fais gratuitement. Et ce temps, tu vois, pour ce même temps, quelqu'un me paierait beaucoup d'argent. Ouais, donc je me dis, voilà. Il faut trouver l'équilibre là. Il faut bien évaluer avant de se lancer. C'est parfois une évaluation qui est plus coûteuse qu'elle n'y paraît. Voilà, voilà. Et c'est pas souvent... et parfois, savoir quand c'est difficile, est-ce qu'il faut insister, il faut continuer? Est-ce qu'il faut s'arrêter pour se consacrer à autre chose? Ça aussi, c'est... Savoir à quel moment retirer ses billes du jeu. Voilà. Savoir à quel moment ne pas surenchérir comme on joue au poker. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre, mais il faut la prendre à un moment donné. Donc, il y a toujours un risque quand on choisit une carrière. Il y a toujours un risque quand on est passionné par une chose et qu'on insiste, qu'on donne tout pour notre passion. C'est un risque. Quand on parle des carrières de footballeurs, on voit les Samuel Eto'o, mais il y en a qui ont donné plus que Samuel Eto'o, qui ont fait plus de sacrifices que Samuel Eto'o, mais qui n'ont rien eu. Ouais. Qui n'ont rien eu en retour. C'est ça. On a la chance quand même que dans le domaine intellectuel, principalement en informatique, quand tu t'y donnes suffisamment, tu as quand même la chance d'avoir un emploi décent. OK. Ouais. Donc ça m'amène à vous poser une autre question. Et ce sera la dernière avant de permettre à la communauté de vous poser des questions directement. Je vois quelques questions sur le chat. Est-ce que vous avez déjà eu la tentation d'écrire des lignes dans votre CV qui soient plus que de l'emphase? C'est-à-dire que parfois, on sait que dans un curriculum, on essaie de dire, d'embellir ce qu'on a fait. Mais parfois, quand on traverse le cap de l'embellissement, on a dans le mensonge. Est-ce que vous avez déjà été tenté de le faire? Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pratique? Je dirais que c'est très tentant, surtout quand tu vois une offre d'emploi, tu demandes une compétence particulière que tu n'as pas. C'est tentant de dire je sais faire ça. Et puis, je te dis, bon, si après on m'appelle pour un entretien, je vais lire un peu sur Google rapidement et voir de quoi il s'agit. Mais premièrement, je valorise l'intégrité. Je valorise beaucoup l'intégrité. Je pense qu'il faut être intègre, il faut être honnête dans tout ce qu'on fait. Deuxièmement, ça se détecte généralement vite. C'est vrai que ça dépend du degré de mensonge ou alors du gap
qu'il y a entre ce que tu sais réellement faire et ce que tu prétends oui, pour pouvoir faire. Mais ça se détecte rapidement si tu as quelqu'un de compétent en face de toi. Ça veut dire que même si tu réussis à passer des entretiens avec ce mensonge-là, ce qui est difficile si tu es interviewé par des personnes vraiment compétentes, en entreprise, ça peut rapidement te rattraper. Et cela veut dire que tu perds, comment dirais-je, ce n'est pas seulement une chance d'avoir un emploi que tu perds, mais c'est également une mauvaise image que tu as laissée quelque part et qui pourra te rattraper. Parce que, bon, on dit le monde est pété. La personne avec qui tu travailles aujourd'hui pourrait être appelée à te recommander un autre boulot. Ouais, il vaudrait mieux qu'il ait vu ton CV quelque part et qu'il ne t'ait pas appelé parce que, bon, tu n'avais pas tous les prérequis. C'est mieux comme ça que qu'il t'ait eu, effectivement, dans son entreprise et que tu l'aies déçu en ayant prétendu. Ouais. Ça veut faire ça. Et toi, Isola, voilà. qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, personnellement, c'est pas une bonne pratique. Donc, personnellement, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que je peux recommander de faire. Je pense que il est toujours mieux, autant que c'est possible, d'avoir quand même un CV qui reste quand même assez véridique. Parce que, après tout, il y a aussi des valeurs qu'il faut avoir. Et je pense que lorsqu'on aspire à un certain type de position ou de rôle, il faut garder cette cohérence. Je sais que c'est quelque chose qui est assez en vogue. J'ai déjà eu à écouter certains experts ou coachs en emploi, tout ça, qui encouragent les candidats à le faire, à dire, bon, voilà, si tu vois une offre, tu vois telle capacité que tu n'as pas, et que tu maîtrises, tu vois l'anglais, tu sais pas, et que tu maîtrises, et tu sais que, bon, d'ici 1 mois, 2 mois qu'il fasse les entretiens, tout ça, tu as le temps de travailler. C'est quelque chose que je vois beaucoup conseiller, mais que personnellement, je pense que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Je pense que lorsqu'on a un objectif précis et qu'on sait où on va, il devient très vite plus ou moins facile d'anticiper quelles sont les caractéristiques qu'il faut. Et il faut garder en tête que dans une offre, il n'y a aucun candidat, même si au contraire, si un candidat vient avec toutes les cases. toutes les caractéristiques de l'offre, bon, normalement, les recruteurs assez expérimentés savent qu'il y a un sur roche, mais sinon, techniquement, tout le monde s'attend pas à ce qu'un candidat coche toutes les cases. Je pense que Oui, ça va. Si coche toutes les préparation cases, bien faite, soit le recrutement est mal fait, soit le candidat est bizarre. voilà. Donc, normalement, lorsque le travail en amont est bien fait, il y a cette possibilité de cocher une majorité de cases. Et voilà, si vous êtes préparé, si vous pensez que vous pouvez apprendre en 2 mois, ben, lorsque vous allez cocher suffisamment de cases et que vous serez à l'entretien, vous pourrez donc convaincre votre interlocuteur que bon, même si je n'ai pas telle maîtrise, je peux le faire parce que j'ai déjà fait dans tel cas, tel autre cas. Je pense que c'est encore mieux comme approche. Et ce que je retiens de vos interventions, c'est que finalement, quand on se retrouve à un moment où on veut mentir dans son CV, ça veut dire qu'on ne s'est pas finalement assez préparé. Ça veut dire qu'on est dans une situation où on découvre une offre concernant un rôle et qu'on découvre le contenu de ce rôle-là. Et le fait qu'on s'intéresse à ce rôle sans avoir les compétences qu'il faut pour ce rôle veut dire qu'on n'a finalement pas eu la bonne démarche. Et quand on écoute le fil conducteur de vos expériences,
c'est que pour toutes les projections que vous vous êtes faites, vous avez pris un temps non négligeable à vous préparer à avoir les épaules qu'il faut pour avoir ces rôles-là. Donc, s'il n'y a pas cette capacité de projection-là, il devient soit impossible de passer au palier suivant, soit difficile d'y arriver sans mentir, vraiment d'être rattrapé par... Parce que moi, je suis recruteur et la chose qu'on aborde le plus, c'est d'envoyer des faux positifs, de se retrouver avec un candidat qui, a priori, aurait les compétences, mais qui se retrouve à ne pas avoir les compétences. C'est une perte de temps à la fois pour le client, pour nous, et surtout pour le candidat. Il est dans une sorte de liste rouge de personnes à ne vraiment pas recommander. Et dès que quelque chose cloche dans l'ensemble des choses qu'il a dites, c'est vraiment en question de tout le reste. On n'est plus sûr de rien. On n'est vraiment plus sûr de rien. On ne sait plus exactement où se situe l'absolue vérité, où se situe le mensonge. Je vais profiter pour vous remercier, Iselin et Alain Michel, pour votre disponibilité. Je vais rappeler à notre communauté que Iselin est cadre de banque à la Standard Chartered. C'est un classement qui est un peu vieux peut-être, mais c'est la 26e banque la plus réputée dans le monde. Alain Michel est aujourd'hui consultant à Interpol. Si vous avez des soucis de sécurité, n'hésitez pas à lui en parler. Il travaille à rendre le monde plus sûr, théoriquement. Moi, je suis le catalyste en chef de Nixé. Nous sommes une entreprise de chasse de tête. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les talents, on appelle vraiment tout le monde les talents, puissent trouver les projets à leur mesure et de faire en sorte que les projets ou les entreprises puissent trouver les talents dont ils ont besoin. Donc, nous sommes comme des entremetteurs. Nous essayons de faire en sorte que les mariages se passent bien. Et c'est pourquoi nous avons monté ce type de programme. On essaie de partager nos expériences, d'aider les talents à s'affiner, à être plus informés, à être plus capable de capitaliser sur les opportunités qui peuvent venir de nous ou de toute autre personne. Je veux vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Il y a une phase de questions-réponses qui va être faite après l'enregistrement. De regarder nos vidéos dans nos espaces sociaux. On est sur LinkedIn, Twitter, YouTube. On est sur Facebook et on a notre canal Telegram. N'hésitez pas à nous rendre visite et partager votre expérience. Je mettrai les liens dans les commentaires pour pouvoir savoir qui est Zélin et savoir qui est Alain Michel avec leurs œuvres et tout le reste. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci.